des choses qui sont très surprenantes. Mais je suis allé aux frontières de la mort. Ne me demandez pas de l'expliquer, parce que je l'explique pas. J'émets une énergie particulière. Je me sentais pas bien, comme si c'était réel. Plus on en connaît, moins on en connaît. Je peux pas l'expliquer. C'est assez étrange. Et si c'était vrai? Je m'appelle Stéphane Alix, je suis journaliste d'investigation depuis plus de 20 ans. Au cours de mes différents voyages, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes vivent des expériences extraordinaires, qualifiées le plus souvent de phénomènes surnaturels. Ces sujets méritent d'être traités avec sérieux. C'est pourquoi j'ai décidé de mener l'enquête, une enquête consacrée aux personnes qui disent avoir été enlevées par des extraterrestres. Cela paraît fou, impossible, inconcevable. Pourtant, il existe des milliers de témoignages, dont ceux de pilotes militaires, qui disent avoir clairement vu des objets volants non identifiés. Mais comment imaginer que ces engins soient habités par des êtres venus d'ailleurs, des êtres qui viendraient sur Terre pour enlever les humains? Pourtant, écoutez bien ce qui suit. On voit au pied du lit 3 silhouettes. On est envahi par la douleur, par l'angoisse, par la peur et rideau. Je sens comme une force qui me sort de mon lit. Et comme une seconde plus tard, je me retrouve à bord d'une espèce de salle. Passé par je ne sais d'où, je me suis retrouvé rentré dans un vaisseau. Curieusement, les témoins décrivent tous la même chose. Et des immenses yeux noirs qui me fixaient comme ça. Les yeux semblaient malfaisants. Ça faisait comme ça. C'est un regard qui vous prend tout. J'avais l'impression qu'il me rentrait dans le cerveau. Une expérience bouleversante et presque impossible à raconter. J'avais été traumatisé, parce que c'est quand même dur à vivre, même encore aujourd'hui. On ne pourrait pas en parler de ça à tout le monde. Quand il y a quelque chose comme ça qui vous arrive, on a peur d'être pris pour un fou. C'est pas évident parce que personne ne vous croit. Difficile à croire en effet. S'agit-il d'une hallucination, d'un cauchemar, d'une maladie mentale? Pourquoi les témoins, quel que soit le pays, décrivent-ils tous la même chose? Face à ces témoignages, il est temps de mener l'enquête très sérieusement. Tout débute ici, à Aravilliers. On m'a raconté une histoire vraiment surprenante. 10 janvier 98. De vieux amis, des notables de la région, partent à la chasse. Ils se sont donné rendez-vous sur un parking au petit matin, il fait encore nuit. François est en avance, il attend ses amis, mais un événement va se produire et il s'en souvient, comme si c'était hier. Ce matin-là, j'arrive avec ma voiture sur le lieu de rendez-vous de chasse, sur ce petit parking au milieu de la forêt. Je me mets en marche arrière, le dos à la forêt. À un certain moment, j'entends un souffle, que j'ai toujours en tête d'ailleurs. Très puissant. Comme je travaille dans l'aéronautique, je me dis c'est quelque chose de bizarre. Ça n'a rien d'un réacteur, ça n'a rien d'un moteur d'avion ou d'hélicoptère. Et je lève la tête, mon toit était transparent. Et là, je vois une masse noire, très sombre, 40-50 mètres de diamètre peut-être, assez basse. Et d'un coup, des faisceaux lumineux s'échappent du dessous de cet engin, du rouge, du bleu, du vert, et qui passent tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et ensuite, ça a plongé. L'engin a plongé dans la plaine, vers la plaine. Et là, je me suis dit, c'est un engin qui se crache. Et j'étais figé dans la voiture. Plus rien ne s'est passé. Et là, pendant un certain temps, j'étais plus sur Terre, en fait. Et qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites un truc pareil? J'étais absent. J'avais aucune réaction, rien du tout. Pas de réaction d'ouvrir une portière, d'ouvrir mon toit ouvrant, tout ça. J'avais vu passer l'engin. Il ne me vient pas à l'esprit d'ouvrir ma vitre ou de descendre de voiture, rien. Et c'est là qu'il y a une coupure dans le temps. Un engin inconnu, une subite perte de connaissance. François est technicien supérieur dans l'aéronautique. Il sait que ce qu'il raconte n'a aucun sens.
Mais au même moment, ses amis chasseurs roulent dans une autre voiture. C'est Bruno qui conduit. Bruno est aujourd'hui décédé, mais son témoignage a été enregistré. C'est là qu'on a commencé à dire, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières qu'il y a? Voilà. Donc l'engin devait être avant les grands arbres. Avant. Pratiquement ici, là, dans ces endroits-là. Hein, il devait être là, voilà. Là, sur la route, là. Enfin, la route, une partie dans le champ et une légère partie sur la route. Voilà. Bizarrement, dès qu'il voit cet objet, Bruno sort de la voiture et part dans le champ, sans même s'en rendre compte, comme téléguidé. Ses trois amis, eux, sont paralysés, incapables de sortir de la voiture. Bruno, toujours inconscient, les aurait rejoints un instant plus tard. C'est là où j'ai repris conscience, dans la voiture, le moteur qui tournait, et où il me semblait qu'il n'y avait rien eu. J'étais revenu normalement où j'aurais dû être. Le problème, c'est qu'au moment où Bruno reprend conscience, il réalise que sa voiture n'est pas là où il s'était arrêté, là où il est descendu, mais 2 kilomètres plus loin. Une situation rocambolesque. Au même moment, à 2 endroits différents, 5 personnes sont comme déconnectées. François, à 3 kilomètres sur le parking, Bruno et ses 3 amis dans la voiture. Un seul va se souvenir de ce qui s'est passé, c'est Bruno qui travaille à l'époque à la base nucléaire de Taverny. Et ce qu'il raconte est impensable. Il dit s'être retrouvé dans ce vaisseau inconnu, qu'il a même dessiné. Il se souvient d'une vitesse incroyable. Quand j'entendais le bourronnement que je voyais dans le hublot, je peux vous dire que ça bourrait. Hein. L'impression de vitesse m'est restée pendant des mois. Et quand je dis vitesse, la façon que ça défilait dans le hublot, je dirais pas vitesse luminique, je sais plus où j'en suis. Hein. Et je me suis permis de rouler à 220 km/h sur l'autoroute. On aurait dit que je n'avais même pas démarré à côté de la sensation. Et j'entendais un doux ronronnement. Comment un homme qui jusque-là ne s'était jamais intéressé de près ou de loin aux ovnis peut-il raconter une telle histoire ? De son côté, François émerge lui aussi d'une sorte de torpeur au moment où ses amis le rejoignent. Et d'un coup, on m'a tapé au carreau. Les collègues arrivaient. J'étais sur le passage des voitures, je ne les ai pas vus arriver. Je n'ai rien vu du tout et je ne me suis pas endormi pourtant. L'histoire est tellement extravagante que je m'interroge. Ce sont tous des notables et ils n'ont vraiment rien à gagner à raconter des faits aussi improbables. Bruno Dron, que vous connaissiez bien, je crois, est-ce que vous pensez qu'il ait pu inventer ou délirer? Non. Oh non, pas du tout. C'est un monsieur extrêmement droit. Et puis, non, avec le poste qu'il avait, je pense pas qu'il ait eu des réactions comme ça. Qu'est-il arrivé à ces 5 vieux copains? Le mystère reste entier. Mais ce ne sont pas les seuls qui, cette nuit-là, ont observé quelque chose. Nous avons retrouvé le maire du village à qui plusieurs personnes du hameau se sont confiées. Comment est-ce que vous avez entendu parler de ce phénomène la première fois? Écoutez, la première fois, c'est lors de mes permanences à la mairie d'Aravilliers. Une personne est venue m'indiquer qu'un phénomène étrange était arrivé sur la commune et en particulier sur le hameau du Rouel. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? Alors, ils m'ont raconté qu'une lueur extrêmement forte les avait éblouis et que pendant un temps relativement important, qui doit se situer à peu près à partir d'ici, où on est là, ces gens ont un trou noir, une perte de connaissance et pendant lesquels ils ne se souviennent de rien. Des lumières étranges qui survolent la ville, une personne qui perd connaissance tout en conduisant sa voiture. Comment un maire peut-il prêter attention à des faits aussi extravagants? La façon dont la personne m'a expliqué le problème, j'ai pensé quand même qu'une personne qui avait été si effrayée
ça semblait pas être une blague, d'autant plus que c'était pas, comme je le disais, des farfelus. C'était des gens responsables qui avaient des postes de travail importants. Et alors, dans les jours qui suivent, vous apercevez que ce phénomène, en fait, il n'a pas concerné que ce groupe de chasseurs, visiblement. Alors, d'abord, je me suis aperçu que d'habitude, je me lève effectivement toujours de très bonne heure, aux alentours de 7h du matin, 8h. Et là, alors que j'avais une réunion importante, je me suis réveillé, il était 11h. Et bon, déjà, c'était un peu anormal que moi, je me lève tard. Mais toute la famille s'est levée tard. C'est vraiment pas habituel. Pourquoi est-ce que le fait d'avoir dormi est lié au phénomène ? Il se trouve que la maison que j'habitais est exactement sur la trajectoire de l'engin que les personnes ont vu. Moi, j'étais vraiment en dessous. En effet, si l'on trace une ligne entre l'endroit où Bruno voit l'objet et le parking où attend François, la trajectoire de l'engin passerait juste au-dessus de la maison du maire. Et le pire de tout, c'est que plusieurs personnes du hameau du Ruel ont eu le même problème. Donc c'est quand même quelque chose de... Le même problème, c'est-à-dire ? Ils se sont réveillés tous très tard. Cette nuit-là, d'autres personnes ont été touchées par le phénomène. Ils habitent eux aussi dans le même hameau, en dessous de la trajectoire de l'engin, mais ce qu'ils racontent est encore différent. C'était donc la chambre de ma fille était là. Celle-ci là. Voilà. Donc vous voyez, les volets étaient fermés et on a rajouté par la suite un rideau occultant. Claude est conseiller municipal. Cette nuit-là, sa fille âgée de 20 mois pousse un hurlement. Il est 7h du matin, l'heure précise où les chasseurs ont vu un engin inconnu les survoler. Elle est d'avril, ça s'est passé en janvier, donc elle avait 20 mois à peu près. Et ça faisait plus d'1 an qu'elle faisait ses nuits normalement. Et tout d'un coup, d'entendre un bébé qui se met à hurler en pleine nuit, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pour les parents, c'est juste un cauchemar, une terreur nocturne. L'ennui, c'est que le comportement du bébé se met curieusement à changer. Toutes les autres nuits qui ont suivi, elle a recommencé à hurler. Mais c'était pas des petits pleurs, c'était vraiment des hurlements. Et il est même arrivé des fois où elle était debout dans son petit lit, elle avait encore un petit lit à barreaux, à taper sur le mur en disant « aie peur, aie peur ». Alors on peut pleurer une fois parce qu'on a eu un cauchemar, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit la veille qui vous a traumatisé, mais on pleure pas comme ça toutes les nuits d'affilée pendant plusieurs semaines, voire presque plusieurs mois. Un traumatisme qui dure des mois. Il consulte un pédopsychiatre, mais aucune explication n'est trouvée pour expliquer les terreurs de la petite. Un soir, mon mari est revenu d'un conseil municipal en me disant « écoute, j'ai appris quelque chose de bizarre. Dans la nuit du 9 au 10 janvier, il paraîtrait qu'un objet volant aurait survolé Aravilliers. » Alors je lui dis « Ah bon, comment t'as su ça ?» Il me dit « Écoute, il y a le maire qui en a parlé, il y a d'autres voisins qui en ont parlé, et ça serait produit vers 7h du matin. » Alors je lui dis « Mais attends, c'est bizarre parce que 7h du matin, rappelle-toi, c'est le jour où Cynthia a commencé à avoir ses crises la nuit. » Et là encore, la maison de Cynthia est située juste en dessous de la trajectoire de l'engin inconnu. Là, obligatoirement, j'ai dit ça, c'est quelque chose qui concorde, qui Oui, c'est après colle. qu'on s'est dit que effectivement, les lumières qui lui faisaient peur pouvaient peut-être coïncider avec un passage d'un engin qui aurait éclairé, la nuit où elle a eu tellement peur. La coïncidence est troublante. Le bébé se met à hurler le jour et à l'heure précise où 5 personnes du même village disent avoir vécu des phénomènes inexpliqués. Vous, aujourd'hui, vous n'avez pas le doute sur le fait qu'il s'est passé quelque chose. Ça peut pas être Non, je suis persuadé, oui. J'en suis persuadé. Alors que, croyez-moi bien, tout ça, c'est, encore une fois, moi, il me faut des faits réels. Je suis complètement cartésien et obligatoirement, il s'est passé quelque chose. C'est clair. C'est quoi qui vous a convaincu? Parce que vous avez vu votre fille qui a eu un cauchemar, en fait. Oui, mais c'est cette lumière que tout le monde a vue, que beaucoup de gens ont vue. Et puis, rétrospectivement, ces gens qui se sont réveillés plus tard que d'habitude, c'est pas une personne, c'est 4, 5, 6 personnes, en gros, qui se sont réveillés effectivement plus tard, beaucoup plus tard. Enfin, une famille et puis d'autres voisins. Dans ce village, le maire, le conseiller municipal et 5 autres personnes réputées sérieuses prétendent qu'il s'est passé quelque chose qui les a totalement bouleversés. Maintenant, que ce soit des engins extraterrestres, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, trop de personnes sont venues me voir, me l'ont vraiment bien décrit pour qu'il ne se soit rien passé. Bruno, le témoin principal, a-t-il pu se retrouver à l'intérieur d'un vaisseau, comme il l'affirme?
Ça semble absurde, et pourtant il est loin d'être le seul à raconter ce genre d'expérience incroyable. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Charles raconte la même histoire. La première fois qu'il a observé ce phénomène, il avait 8 ans, et cela lui serait arrivé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Charles a 65 ans, et après des années de silence, il commence à peine à en parler. Il se souvient parfaitement de chaque détail. Vous vous souvenez du premier souvenir lié à un phénomène un peu étrange qui vous soit arrivé? Le premier souvenir, oui, j'avais 7 ou 8 ans, puisque j'étais avec un petit camarade d'école, on jouait à la balançoire. Et devant nous, dans la plaine, c'était à l'automne, un objet lumineux, mais magnifique, en forme de cigare, à une hauteur peut-être de 200-250 mètres, arrive devant nous. Voici l'objet qu'il a lui-même dessiné. Et on se sentait observé. Il avançait un peu, il arrêtait. Et ça a duré peut-être 15-20 minutes. Et après, d'un seul coup, pouf, il a disparu. Mais c'était tellement magnifique que c'est quelque chose qui m'est resté gravé à tout jamais, quoi. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans les années qui suivent? Vous revoyez d'autres phénomènes de ce type-là ou pas? Alors, pas du tout. Donc, dans les années qu'on suivit, il n'y avait plus rien. Je n'avais rien. Les années passent, Charles grandit. Ce passionné de mer et de pêche pense que tout cela est bien fini, jusqu'au jour où... Là, ça a été le gros choc. En 1976, c'était au mois d'octobre, une grande marée, et j'avais un jeune homme, un étudiant, qui me donnait un coup de main, j'étais commerçant. Je dis, tiens, Yvon, je vais aller cueillir des moules, viens-tu avec moi? Donc, on va cueillir des moules, et en revenant, dans la plaine, je sais pas, à 300-400 mètres, même plus que ça, oui, à 700-800 mètres, et je vois une grosse lumière dans la plaine. Je me dis, tiens, les cultivateurs, ils travaillent tard ce soir. Puis à l'époque où c'était, ils n'avaient plus à travailler aussi tard, parce qu'il faisait nuit. Alors, je m'approche de cette lumière, de ce feu. J'ai vu un tracteur en feu. Puis plus j'approchais, non, c'était pas un tracteur qui était en feu. Je voyais plus après une grosse boule de lumière. Alors c'est pareil, magnifique, 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 de toutes les couleurs. Enfin, bleu, orangé, ça c'est tout là. Et par endroits, il y avait des zones bleuâtres, que moi je dirais des hublots. Charles rentre en voiture de sa pêche aux moules. Il voit cet objet qu'il a dessiné plus tard. Ça ne faisait pas mal aux yeux du tout. Vous pouviez fixer, moi je fixais les lumières sans aucune gêne. Et à 300-400 mètres de cette lumière, j'étais paralysé dans la voiture, je ne pouvais pas bouger, même pas le petit doigt. Et alors qu'est-ce qu'a fait la voiture? La voiture a continué à rouler. Disons que pour moi, elle a continué à rouler. Mais ce n'était pas moi qui conduisais. C'est plus moi qui conduisais. Qui, j'en sais rien. Mais moi, je ne maîtrisais plus mes mouvements, puisque j'étais paralysé. Et malgré ça, la voiture a continué à rouler. Vous n'étiez pas paniqué, là? Non, j'étais paralysé. Pas paniqué, paralysé. Et avec ces messages, ce sont des extraterrestres, tais-toi, tu ne diras rien. Et ça m'a tenu pendant 9 ans. À ne pas avoir le droit de partir. Des messages, c'est-à-dire? De parler. C'est comme des messages télépathiques, mais d'une puissance inimaginable. Vous ne pouvez pas... Enfin, personnellement, moi, je ne pouvais pas aller outre de ces messages. Quand j'ai reçu de l'ordre de ne pas en parler, je ne pouvais pas en parler. Quand je voulais en parler, une chape de plomb me tombait sur les épaules. Tais-toi. Pardonnez-moi, mais si moi je suis au volant d'une voiture, je vois un feu, et puis j'entends des voix dans ma tête, je me dis, oulala, il y a un truc qui débloque là. C'est pas ce que vous vous êtes dit? Non, parce que aussitôt, j'ai reçu ces messages, ce sont des extraterrestres. Aussitôt, j'étais connecté à la chose. Comment? J'en sais rien. Donc, je ne me suis pas posé de questions. Vous savez, je ne me suis pas dit c'est ceci, c'est cela. Non, pour moi, je suis rentré dans quelque chose qui n'est pas commun, mais je dis, bon, ça y est, j'ai découvert. J'ai découvert quoi? J'ai découvert que nous n'étions pas seuls dans l'univers et que nous étions visités. Mais au fait, qu'en est-il d'Yvon,
le jeune homme qui accompagnait Charles dans sa pêche aux moules. Yvon, qui est à côté de vous dans la voiture, Yvon, on n'en a jamais parlé. Jamais? Jamais. Comme s'il y avait un interdit d'en parler. Je ne pouvais pas. C'était comme ma voiture que je ne pouvais pas conduire, mais qui continuait à rouler. J'ai passé un carrefour, mais sans conduire ma voiture. Et après, quand j'étais libéré, parce que j'ai passé l'objet, quand j'étais libéré, j'ai voulu revenir. Je n'ai pas pu revenir, je me suis retrouvé paralysé. Donc j'ai continué mon chemin. Quand Charles a décidé de rentrer de sa pêche aux moules, il était 18h30 et il se trouvait à peine 20 minutes de chez lui. Pourtant... Il était 23h quand je suis rentré à la maison. Alors je dis, là, il y a un truc qui ne colle pas. Je dis, on peut cuire des moules la nuit. Allez, au mois d'octobre, fin octobre, à 18h30, il fait nuit. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis rentré qu'à 11h à la maison? Vous voulez dire qu'entre le moment il y a un temps manquant. Un temps manquant. Exactement comme dans le cas d'Aravilliers. Des témoins voient un objet lumineux puis sont paralysés et oublient ensuite tout ce qu'il s'est passé pendant un moment jusqu'à ce qu'ils reprennent conscience alors que leur voiture a continué à rouler toute seule. Et toujours cette incapacité à raconter ce qui leur est arrivé. Et le lendemain, j'ai voulu en reparler à mon épouse. Impossible. Charles mène une vie agréable. Il a de nombreux amis, des activités. Et pourtant, il n'a jamais pu aborder son étonnante aventure avec ses proches. Mais au fond de lui, toujours cette question obsédante. Sommes-nous des cobayes? Sommes-nous en observation? Là derrière, il y a bien quelque chose, il y a bien une raison. Mais laquelle? Aujourd'hui, Charles se sent un peu plus apaisé. Il a enfin pu parler de son histoire. Avoir la force et le courage de raconter ce que l'on a vu et vécu quand on se dit enlevé par une force extraterrestre, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Surtout lorsque l'expérience est encore plus inexplicable, comme celle qu'a vécue Fabrice. Fabrice habite en Seine-Maritime. Le voici avec Emeline, sa fille. C'est chez lui, dans son salon, qu'il a vu et même filmé l'incroyable. Donc c'était au fond du jardin que vous avez vu au bout du terrain, au bout là, je me suis positionné juste en face là. Ouais. Et en fait, au bout du terrain, j'ai vu ça. Arrêt sur l'image, ça faisait ça. Moi je veux bien, mais j'ai pas rêvé quand même. Fabrice aurait filmé cette lumière en 2012 avec son téléphone portable. Je sais même pas comment j'ai pu prendre ça. Vous avez pas de souvenir? Ah non. Comment ça non? Bah j'étais là, j'ai vu ça. Je me suis positionné là-bas, comme si j'étais sûr d'aller voir quelque chose, mais je me rappelle pas d'avoir pris ça en vidéo quoi. Comment vous expliquez ça? Je sais pas. Et vous vous souvenez si vous êtes resté longtemps dans le champ ce soir-là? J'ai pas de notion de temps. C'était en 2012. Pourtant, Fabrice ne se rappelle pas avoir filmé l'objet. Ce qu'il n'a pas oublié, en revanche, c'est cette sensation d'avoir été appelé. Et vous ressentiez quoi quand vous regardiez ça? Bah, quand j'étais là, au bout du terrain, j'avais la sensation que en fait, j'allais voir ça, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous observez quelque chose, c'est comme si vous étiez... Appelé. Appelé? Il y a des temps précis pour que je puisse voir ça. C'est, je sais pas, c'est un appel. Un appel. Fabrice va au bout de ton terrain, et puis tu vas voir quelque chose. Voilà, ça fait ça. Là, c'était en pleine nuit. Mais pour Fabrice, ce n'était pas la première fois. Et la première fois, c'était 2 jours, et le ciel était très clair. Comment ça a commencé, toute cette histoire, pour vous? Mais en fait, c'était le 19 novembre 2011. Il était 7h30 et il faisait super beau, quoi. Le ciel était bien clair. Donc je me suis positionné sur mon balcon avec ma paire de jumelles. Et en regardant les oiseaux, je me suis aperçu à un moment donné, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette chose-là, quoi? Et en fait, c'était 5 objets non identifiés en forme de triangle, noirs, qui tournaient, mais pratiquement au ralenti. Ils s'attendaient, en fait, dont un qui était en retrait. Et j'ai eu l'impression qu'en fait, il surveillait, quoi. Il était en retrait pour surveiller quelque chose. Vous n'avez pas pu confondre avec des hélicoptères? Il n'y avait pas de bruit, non. En plus, le temps m'a paru arrêté.
comment dire, on estimait que ça avait duré, ma vision avait duré, pour voir ces objets-là, ça avait duré qu'un quart d'heure. Mais en fait, apparemment, ça avait duré 3 quarts d'heure. Et toujours ce fameux temps manquant ou temps arrêté. Cette parenthèse de quelques minutes ou de quelques heures durant lesquelles chaque témoin devient inconscient. Mais tout cela est-il bien réel? Fabrice en a même douté jusqu'au jour où des voisins assistent au même phénomène que lui. Il y a eu en septembre, en revenant du restaurant, j'ai dit à ma femme, arrête-toi, je viens de voir un objet non identifié, quelque chose de pas normal. Donc on s'est arrêté. Justement, il y avait des gens qui étaient dans leur cour, avec leurs enfants. Et en fait, qui ont vu à peu près la même chose que moi. Et les gens, les voici. Ils habitent à 2 minutes à pied de chez Fabrice. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ce soir-là, Alors, on était en soirée entre copains et d'un seul coup, j'ai vu une sphère lumineuse dans le ciel, mais sur le coup, j'ai cru que j'avais halluciné. J'avais pas parlé. Aussitôt, un voisin pas très loin s'est arrêté, monsieur. Et s'est arrêté parce que lui aussi, il a vu une chose étrange dans le ciel. Et ça vous a surpris de voir ce... Oui, quand même. Enfin, après réflexion, une fois que le monsieur s'est arrêté, que je me suis rendu compte que j'avais vu vraiment pareil que lui, c'était quand même assez surprenant. Et alors, vous pensez que c'était quoi, ce truc? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Un objet volant non identifié. Et cet objet volant non identifié, ils sont plusieurs à l'avoir observé cette nuit-là. Mais ce qu'il s'est passé ensuite, Fabrice est le seul à l'avoir vécu. Un soir, j'étais me coucher, comme d'habitude avec ma femme. Je me suis endormi. Et à un moment donné, j'étais pour moi, c'était réel, quoi. C'était pas un rêve habituel. J'ai eu comme une paralysée. J'étais paralysé. J'ai voulu secouer ma femme pour lui dire Corinne, fais quelque chose, qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, j'ai vu comme 2 êtres de lumière. Ces 2 êtres qui faisaient 1,90 m, habillés d'une espèce de cape, illuminée, venir me chercher dans mon lit. Et je me suis passé par je ne sais où, rentré dans un vaisseau. Et je me suis retrouvé sur une table chirurgicale, couleur argentée, avec ces 2 êtres-là. Ça me paraissait vraiment réel, quoi. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'était pas un rêve, justement? Parce que le premier réflexe qu'on a, c'est de dire c'est un rêve. C'était pas un rêve habituel, quoi. J'ai jamais eu de rêve comme ça. Pour moi, c'était réel. Tous les jours, j'ai cette image-là dans la tête, quoi. J'ai pas rêvé, ou alors il faut me mettre à l'asile. Est-ce que, justement, devant le caractère un peu fou de cette expérience, notamment de ces êtres dans votre chambre, vous n'avez pas un moment, vous n'êtes pas un moment dit, en fait, c'est peut-être moi qui débloque, là? Ouais, mais attendez, c'est ce que je me suis dit, sur le coup. Ceux qui partagent cette expérience sont unanimes. Le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir en parler. D'être pris pour un fou, alors que l'on sait qu'il s'est réellement passé quelque chose. Vous essayez de vivre avec ça, mais c'est pas évident, quoi. C'est-à-dire, c'est pas évident? C'est pas évident, parce que moi, mon envie, c'est de le dire aux gens, mais personne ne vous croit. Ou très peu de gens vous croient. Moi, je sais, j'ai essayé d'en parler autour de moi, que ce soit dans ma famille ou des collègues de travail. Je me suis fait passer pour un... Ils ont rigolé, quoi. Ils m'ont rayonné, hein. Heureusement, j'ai ma fille, hein. Elle me connaît bien, c'est bien que son père n'est pas un menteur. Pour Fabrice, cela reste une expérience traumatisante. Son épouse n'a pas souhaité en parler. En revanche, sa fille, consciente de la souffrance de son père, l'écoute et le soutient. Quand il m'a appelé pour m'expliquer par les émotions qu'il avait dans sa voix, etc., je savais très bien que ce qu'il disait était bien réel, quoi. Je peux pas penser une seule seconde que mon père ment, c'est pas possible. Je le connais trop bien pour ça. Même si j'ai rien vu, je le crois, je soutiendrai face aux gens qui peuvent être derrière, que ce soit négatif ou positif, je soutiendrai dans sa démarche. Comment poursuivre cette enquête? Pour moi, il est clair que tous les témoins que j'ai rencontrés, tous ceux qui disent avoir été enlevés, ont vécu quelque chose de particulier qui a changé leur vie. J'avoue que j'ai encore du mal à imaginer que ces phénomènes puissent être liés aux extraterrestres, mais je ne peux pas en rester là. En 2004, j'avais interviewé le plus grand spécialiste de ce genre de phénomène. Il habitait New York, il s'appelait Bud Hopkins. Il est aujourd'hui décédé. À l'époque, j'avais été fasciné par le personnage, mais je pensais que tout cela ne pouvait exister qu'aux États-Unis.
Aujourd'hui, son témoignage prend une toute nouvelle ampleur. Le phénomène des enlèvements extraterrestres est venu à l'attention du public en 1966, avec l'affaire de Betty et Barney Hill. Mais j'ai des cas qui remontent aux années 20. Nous n'avons en fait aucune idée de quand ça a commencé. Nous n'avons aucune idée de la date des premiers enlèvements. En revanche, les descriptions sont rigoureusement les mêmes, à commencer par l'aspect physique qu'auraient ces êtres venus d'ailleurs. Généralement, lors d'un enlèvement, la personne est paralysée. Puis elle voit apparaître des petits corps avec des grosses têtes. C'est extrêmement terrifiant pour la majorité des gens, naturellement. Cette ou ces personnes sont ensuite emportées dans un faisceau de lumière. Nous n'avons aucune idée de la façon dont c'est possible. Ils sont emmenés à l'intérieur d'un vaisseau alors qu'ils sont toujours paralysés, incapables du moindre mouvement. Alors, une série d'examens physiques a lieu qui se concentrent sur le cerveau, l'appareil reproducteur et le système nerveux. La mémoire consciente est en grande partie effacée. Pas totalement, mais en grande partie effacée. La personne n'a ainsi que des fragments de souvenirs, mais pas la mémoire de toute la procédure. Ça la laisse très confuse. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que je deviens fou? Pendant près de 35 ans, Bud Hopkins a collecté toutes les informations, les dessins, les témoignages décrivant ces êtres. Et regardez, ces dessins viennent de partout et ils se ressemblent tous. C'est intéressant de voir comment ils se ressemblent. Ils ont été dessinés par différentes personnes dans des endroits différents, à différentes époques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est familier de ces visages. C'est vrai, ils nous sont familiers, c'est sûr. Mais ce n'était pas le cas à l'époque où ces dessins ont été réalisés. C'est intéressant ici parce qu'ils ne sont pas musclés, puissants ou menaçants. Ils paraissent maigres et faibles. Mais la terreur, je pense, vient de lorsque les gens les regardent. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il se passe dans leur tête. Ils ne savent pas à quoi ces êtres pensent. Mon souhait le plus grand est qu'une personne avec une crédibilité scientifique importante et spécialement dans le domaine de la santé mentale se penche là-dessus sérieusement. Et ce scientifique de renom qui s'est penché sur la question des enlèvements extraterrestres avec sérieux, c'est John Mack. Lui aussi, je l'ai rencontré. John Edward Mack est né à New York le 4 octobre 1929. Diplômé de médecine de l'université de Harvard, il fonde à la fin des années 60 le département psychiatrie de l'hôpital de Cambridge, qui acquiert une réputation mondiale. Il travaille sur de nombreux cas, dont certains très compliqués, ceux qui se disent enlevés par les extraterrestres. À l'époque, aucun scientifique n'y croit. Mais son diagnostic, confirmé plus tard par de nombreuses équipes médicales, va démontrer que le phénomène pourrait être réel. Pour lui, en effet, ces enlèvements ne sont pas des hallucinations, il ne s'agit pas de schizophrénie, ni de psychose, ou de n'importe quel autre désordre mental. Les enlevés sont sincères et traumatisés. Ce sont des personnes saines, me parlant de quelque chose dont ils se rendent bien compte que ça paraît fou. Ils ont conscience de ça. Ils se posent plein de questions, ils doutent d'eux-mêmes. Et ils décrivent quelque chose de réel et d'intense. Une lumière, quelque chose que l'on fait à leur corps. La façon dont ils en parlent est celle d'une personne parlant d'une expérience qui lui est réellement arrivée. John Mack a rencontré des centaines de personnes prétendant avoir été enlevées. Que ces phénomènes soient considérés sérieusement par l'un des plus grands psychiatres américains donne une dimension particulièrement crédible à l'affaire. Je rencontre deux de ces enlevés, Will et Karine. Ils expliquent ce fameux temps manquant, ce moment où l'on ne maîtrise plus rien avant de reprendre ses esprits. Je déteste parler de mémoire, parce que quand tu as une expérience, ce n'est pas comme si tu avais perdu une partie de ta mémoire. C'est plus comme si le temps avait été déformé. Tu marches dans un endroit, quelque chose se passe et subitement, il est 5 heures plus tard. Ce n'est pas comme si tu avais perdu une partie de ta mémoire.
Tu es conscient la totalité du temps, mais c'est comme si une section de ta vie avait été enlevée. Oui, comme coupé au montage. C'est comme si les deux moments du film étaient collés l'un après l'autre. Tu es complètement conscient là et complètement conscient ici. Mais l'enchaînement des deux séquences n'a aucun sens, parce qu'il y a toute cette partie entre les deux qui manque. Pour te donner une idée de ce que c'est, là maintenant on prend un thé tous ensemble, tu sens bien ce que cela veut dire. Alors imagine la seconde qui suit, juste après que j'ai arrêté de parler, soudain, tu te retrouves dehors à côté de ta voiture. Tu ne te rappellerais pas d'être sorti, d'avoir passé la porte, d'avoir dit au revoir. Tu n'aurais aucune idée de ce qui se serait passé entre le thé et la voiture dehors, mais tu étais conscient aux deux endroits. Tous les enlevés décrivent la même chose. C'est déjà stupéfiant lorsqu'il s'agit de cas isolés, mais lorsque le phénomène touche plusieurs dizaines d'individus en même temps, c'est encore plus incroyable. C'est ce qui est arrivé à l'autre bout du monde, au Zimbabwe. John Mack a tenu à se rendre lui-même sur place pour interroger tous les témoins. Il s'agit de 60 enfants, âgés de 6 à 12 ans. Les deux couraient. Un était dans les arbres et l'autre courait autour du vaisseau. Parce qu'il y avait des arbres aussi là. Les yeux étaient plus pointus vers l'intérieur du visage. Oui. Non, plus arrondi ici et plus noir. Et tu fais des pupilles. Est-ce qu'ils avaient des pupilles ou c'était tout noir? Oui, les pupilles étaient blanches comme ça. Tu as vu du blanc au centre? Oui, comme ça. Est-ce qu'il était près de l'objet argenté ou plus loin? Non, il était au-dessus. Sur le dessus de l'objet argenté, ok. Oui. Et est-ce que tu l'as regardé? Oui. Il t'a regardé? Oui, il m'a foutu les jetons et j'ai arrêté de le regarder. Il t'a foutu les jetons. Là, sur ton dessin, on le voit debout. Oui, je l'ai dessiné debout parce que je sais pas le dessiner assis. C'est la première fois que tous les enfants de l'école se précipitent ainsi dans les classes, terrorisés. Les professeurs, qui n'ont rien vu, sont stupéfaits de ce comportement inhabituel. Ils sont arrivés ici en courant et tellement paniqués, même si on l'avait voulu, jamais on n'aurait réussi à les faire courir tous ensemble comme ça. On a essayé je ne sais combien de fois. Ils ont bondi ici comme s'ils avaient vu un serpent. On était en réunion de professeurs, on les a entendus hurler et ils étaient là. Des enfants ne peuvent pas inventer tout ça. J'étais également très sceptique au début. Je pensais qu'ils avaient effectivement vu quelque chose, mais je n'étais pas préparée à accepter le fait que ce soit quelque chose de surnaturel. Je pense que la cohérence de ce qu'il s'est passé indique qu'il y a eu autre chose que ce que j'étais prêt à accepter au début. On a vu quelque chose d'argenté. Alors, on a couru vers la cabane. Et on a vu un truc argenté et un homme à côté. Ça faisait quoi quand il te regardait? J'ai eu peur. Ça faisait peur? Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait peur? J'ai eu peur parce que je n'avais jamais vu une personne comme ça avant. Tu as vu les yeux? Il ressemblait à quoi? Ça faisait comme ça. Il m'a rien dit, c'est juste son visage, ses yeux. Ils auraient tous vu un vaisseau et leurs occupants se poser dans la cour de l'école, mais ce n'est pas tout. Que ressentais-tu quand tu regardais ses yeux? Ça faisait peur. Peur. Qu'est-ce qui te faisait peur? Les yeux semblaient malfaisants. Malfaisants. Qu'est-ce qui faisait malfaisant en eux? Dis ce que tu entends par malfaisant. Ils semblaient malfaisants parce qu'ils n'arrêtaient pas de me fixer. Ils te fixaient. Comme pour faire quoi? Comme s'ils voulaient venir nous prendre. Les enfants ont-ils eu l'impression d'avoir été enlevés, même durant un court laps de temps? Ces témoignages ont été recueillis il y a plus de 18 ans. À l'époque, ils étaient trop jeunes pour exprimer plus précisément ce qu'ils ont ressenti. Voilà ce qu'il se passe en général. Des ovnis ont des occupants, des êtres qui semblent particulièrement intéressés par les humains en tant qu'objet d'étude, mais l'une des choses les plus importantes à réaliser est que la personne est enlevée encore et encore à travers toute sa vie. Ça n'arrive pas qu'une seule fois.
C'est comme si la personne était devenue un objet d'étude systématique de la part des occupants des ovnis. C'est une hypothèse invraisemblable. Les ovnis et leurs occupants viendraient régulièrement sur Terre pour observer l'être humain et l'étudier tel un cobaye. Certaines personnes seraient même enlevées et étudiées tout au long de leur vie. Et le plus incroyable, c'est que leurs enfants feraient aussi partie de l'expérience. Invraisemblable, oui. Et pourtant, c'est ce que raconte la famille de Sonia. Retour en France, dans la région Picarde. Voici Sonia, 41 ans. Depuis qu'elle est toute petite, Sonia, qui est aujourd'hui mère de 4 enfants, vit la même expérience sans arrêt. Elle se souvient parfaitement de tout et a même dessiné chacun de ses visiteurs. Comment est-ce que toute cette histoire a commencé? Quel est le plus ancien souvenir que vous ayez de ces expériences? J'avais 8 ans. Et donc j'habitais encore avec mes parents qui ont divorcé plus tard. Et je me trouvais dans la chambre et une lumière bleue diffuse s'est emparée de toute la chambre. Et une petite silhouette est apparue au pied de ce lit. Et toute cette lumière bleue. Donc cette lumière bleue qui envahit cette pièce et ce personnage qui se penche au-dessus de ce lit. Et paf, plus rien. La première fois, l'expérience semble inoffensive, mais la deuxième va être plus difficile. C'était en 1997, donc j'avais, 25 ans par là. Et là, c'était la première visite consciente et traumatisante. Donc c'est la nuit, je suis au lit avec mon époux du moment. Donc on est au lit, l'enfant est au lit, la pièce à côté. Et donc je ne sais pas au moment de la nuit quand ça s'est passé vraiment. Mais là, ça y est, je me réveille. Et cette lumière bleue. Une grande lumière bleue dans la chambre. Et puis très vite, le sentiment de ne pas pouvoir bouger. Donc, il y a les yeux qui bougent, alors on cherche avec le regard et on voit au pied du lit 3 silhouettes. Pareil, petites, comme des enfants, quoi, 1m20 peut-être. Et là, alors là, on a peur, là, tout de suite, on réagit, on s'inquiète un peu, et puis au moment où, là, on se rend vraiment compte qu'on ne peut plus bouger. Donc, on a tout le corps en crise, on s'angoisse, on ne sait pas quoi faire, on se demande ce qui nous arrive, on est là, je ne suis pas bien du tout. Et puis tout à coup, au moment où je monte comme ça, et on a l'impression que le cœur, il s'accélère, et puis ça va craquer, quoi, jusqu'où ça va aller. J'ai senti comme quelque chose à côté de moi. Et là, j'ai senti cette main dans ma main. Et c'est un peu comme si elle me disait « ça va bien se passer ». T'inquiète pas, tout va bien se passer, ça va aller. C'est un peu comme on rassure quelqu'un quand il est malade ou quand on est à son chevet. Donc tout s'est arrêté. Je n'ai plus eu peur, mais toujours avec cette inquiétude quand même de ne pas pouvoir bouger. Mais là, vous dites pas que vous faites un rêve, c'est... Le matin, quand vous vous réveillez, vous vous dites « j'ai fait un cauchemar ». On sent matériellement quelque chose dans sa main. Alors on peut dire, il y a des rêves qui sont très forts, on sent des choses, etc. Et je le conçois tout à fait. Mais là, au moment physique, au moment de ce contact, et au moment de ces regards qui se croisent, là, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort. C'est un regard qui presque vous analyse. C'est comme si quelque chose qui connaît tout de vous, qui sait tout de vous. Et pour la première fois de mon enquête, je vais entendre un témoin me raconter ce qu'on lui fait lors de ces enlèvements. J'ai aperçu comme une longue tige, quelque chose d'assez très long, et une pression sur mon épaule, derrière moi. Donc l'autre épaule, parce que l'entité me tenait la main gauche, et j'ai senti sur l'épaule droite une forte pression. Et là, la douleur vous emporte, on est là, on est envahi par la douleur, par l'angoisse, par la peur, et rideau.
Sonia perd conscience. Lorsqu'elle se réveille, les êtres ont disparu. À côté d'elle, son mari dort profondément. Et mon mari à côté, quoi. Mon mari, alors, je le secoue, je crie, je pleure, je veux comprendre, mais réveille-toi, mais il n'y a rien à faire, il ne se réveille pas. Il n'y a pas moyen de le réveiller. Donc on se reblottit sous les couvertures, en chien de fusil, et on attend que ça se passe. Alors, on se rendort, forcément, et au réveil, les pleurs, et je dirais presque la soumission, le vide, le néant, je dirais même. L'autre qui sait encore moins et qui culpabilise. Ben non, je sais pas pourquoi je me suis pas réveillée, je comprends pas. Alors il voit, hein, il constate l'état, mon état. Et je suis restée comme ça à lui raconter ce qui s'était passé. Et plusieurs semaines, j'ai eu cette douleur dans l'épaule. J'ai eu ces regards, ces yeux sombres. C'est un regard qui vous prend tout. On leur appartient dans ces moments-là. Pour Gilles, son ex-mari, aucun doute. Sonia n'a pas eu d'hallucination. Elle ne peut pas avoir inventé ce qu'elle raconte. La façon dont elle en parlait, ça me semblait plus qu'un cauchemar, quoi. Je veux dire, bon, je suis un infirmier en psychiatrie, hein, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, donc je veux dire, la différence entre quelqu'un qui fabule, quelqu'un qui délire, quelqu'un qui vraiment qu'elle était angoissée. Mais je veux dire, elle avait vraiment les sensations de douleur, d'avoir été tenue, d'avoir été qu'on lui enfonçait quelque chose dans l'épaule. Son ex-mari va jusqu'à penser qu'il pourrait s'agir d'un phénomène extraterrestre. Mais là, surprise, Sonia ne veut pas y croire. Le jour où je verrai un ovni, je te suivrai, d'accord. Là, je commencerai à m'intéresser à ce que tu me dis, mais là, pour l'instant, moi, je suis pas du tout d'accord, je suis pas capable d'accepter cette version-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé 3 jours après? J'ai vu un ovni. Et elle n'est pas la seule, toute sa famille va le voir. À commencer par Adrien, son fils aîné. Ma mère revenait de chez mon oncle, donc elle est revenue en courant, tout ça. Et elle a dit « Regardez derrière », elle a ouvert la fenêtre qui donnait sur derrière, sur notre jardin. Donc un objet lumineux, enfin je me souviens l'avoir vu s'éloigner surtout, mais je me souviens pas vraiment... Moi, je me souviens, il avançait à vitesse constante, relativement lentement, je trouve. Et puis on a quand même pu le voir pendant un bon petit moment. Je ne sais pas ce que c'était. La vie reprend son cours, tout va bien. Mais un nouveau drame va s'abattre sur la famille. Et puis voilà, le drame. Cette nuit-là, on a tous été visités. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après cette rencontre, des phénomènes sont arrivés à la maison. Là, on referme les portes, on n'est pas prêt. Parce que soit, d'accord, on est adulte, on essaye de prendre sur soi, mais mes enfants, non. Ce soir-là, il y avait Adrien, mais aussi Romane et Tristan. Fred, le nouveau mari de Sonia, rentrera tard dans la nuit. Ce qui va leur arriver ne s'explique pas. Les parents sont loin de se douter de ce qui va se passer. Frédéric était au travail, il rentrait vers 1h, 1h30 du matin. Et puis à un moment, donc, je bouquinais et j'entends des petits pas dans la chambre de Romane. Alors des petits pas un peu comme un chien, comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? En même temps, j'étais pas rassurée. En même temps, je dis, c'est dans la chambre de ma fille. Et j'y arrive pas à y aller. Et à ce moment-là, Fred rentre. Bon, je dis, c'est bon, Fred est là, il voit ce qui se passe, tout. Il rentre dans la chambre, il dit, t'as entendu? T'as entendu ce qui se passe? Il dit, je suis allée dans la chambre, j'ai rien vu. Je dis, oui, t'as entendu aussi? Il dit, oui, en bas, je suis rentrée, c'est la première chose que j'ai entendue. Qu'est-ce qu'elle fait? Je dis rien, je pense pas que c'est elle. Elle dit, non, moi j'ai ouvert la porte, elle est sous la couette, tout, elle bouge pas. On commence à discuter, on se dit, voilà, il se passe quelque chose, ça se trouve, on va pas dormir maintenant, on va attendre, il va peut-être se produire quelque chose. Et là, on entend dehors, d'un seul coup, on entend de la chambre à Romane, et d'un seul coup, plus fort, comme si ça courait là. Et au moment où on arrive, en plus c'est un Velux, alors il faut monter, il faudrait presque passer la moitié du corps pour voir ce qui se passe, on n'a rien vu.
Les 3 enfants ont été visités ce soir-là. Romane est la seule à accepter de s'exprimer. Elle avait 4 ans et a dessiné ce qu'elle a vu. Un dessin différent de ce qui a été décrit jusque-là. Ça, par contre, c'est la première fois que je vois un animal comme ça. Ça ressemble un peu à un chat, là. Plus grand. Plus grand qu'un chat. Mais avec une forme de chat, une forme de chien. Ben, plus une forme de chien. Pourquoi t'as fait noir, là? Parce qu'on voit pas leur visage. Et ça t'a fait peur, toi, quand t'as vu ça? La première nuit, oui, mais après, non. Parce qu'ils sont revenus plusieurs fois? Ouais. T'ont dit des choses? Mais pas directement dans la tête. Mais je me rappelle pas de ce qu'ils m'ont dit. Mais c'est-à-dire pas directement? Un peu par télépathie, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire t'entendais des phrases dans ta tête? Ouais. Et tes parents, ils en ont dit quoi quand tu leur en as parlé? Ben, je me souviens plus, mais je me souviens que maman voulait que je le montre au docteur, en fait. Mais je lui ai pas montré. Ah oui, t'avais pas envie? Pourquoi t'avais pas envie? Parce que c'était un peu bizarre. Et oui, Romane, elle aussi, a conscience que ce qu'elle raconte semble impossible. Pour Fred, le beau-père, c'est une situation insupportable. Pire encore, une intrusion dans leur vie de famille. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Je suis chez moi, ça n'a pas à venir nous imposer. Quand Sonia vit ce genre de phénomène, souvent elle est très faible après, et moi je suis très en colère, elle comprend pas, elle dit, attends, je suis faite, alors que c'est l'amour de ma vie, je la protège, etc. Mais sur le coup, je suis en colère, je dis, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Ça s'impose, on est là, on est tranquille, on est heureux, on est dans notre vie, c'est équilibré, on a nos enfants, et ce truc-là, il arrive, il t'embête, et il te met dans un état pas possible. Moi, il vient à moi pareil, alors que non, je suis pas d'accord. Je me sens vraiment pas violée, mais c'est... Voilà quoi, on s'invite. Difficile en effet d'accepter cette intrusion. Pourtant, avec le temps, Sonia a appris à gérer plus sereinement ces événements, en acceptant des faits sur lesquels ni elle ni son mari ne peuvent rien. Ces personnes qui vivent à répétition des temps manquants, des paralysies, des traumatismes qu'elles n'expliquent pas, finissent par admettre que cela fait partie de leur vie. En Suisse, c'est le cas de Christine. Christine a vécu exactement les mêmes choses, mais elle a su s'en libérer et elle en parle aujourd'hui avec une incroyable lucidité. Écoutez son histoire, elle va encore plus loin. C'était vers 5-6 ans, c'était en France, la nuit. Je partageais une chambre avec ma sœur et pendant la nuit, je me suis réveillée parce qu'il faisait une température absolument extraordinaire autour de mon lit. J'ai cru que la maison était en train de brûler et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu 2 petits bonhommes gris d'environ 1 mètre peut-être, au pied de mon lit avec une tige en métal. Et j'ai essayé de crier, je n'arrivais pas à sortir un mot de ma bouche, j'étais complètement comme paralysée. Et après ça, je ne me souviens de rien. Et beaucoup plus tard, quand j'ai eu environ, je sais pas, je devais avoir 22-23 ans, c'était la nuit, je sens comme une force qui me sort de mon lit. Et vous ressentez quoi à ce moment-là? Ah mais c'est une panique pas possible parce qu'on a une peur épouvantable et je me dis mais qu'est-ce que... Pratiquement tous vos souvenirs d'enfance vous reviennent dans une seconde. Et là j'étais complètement paniquée mais je ne pouvais de nouveau ni parler ni faire quoi que ce soit. Et comme une seconde plus tard, je me retrouve à bord d'une espèce de salle. Enfin c'était comme dans une salle hyper moderne. Et je me souviens qu'il y avait une lumière mais qu'on ne voyait pas d'où la lumière venait. Il n'y avait pas de lampe. C'était une espèce de rayonnement bleuté dans cette espèce de salle. Et là, il y avait 4 de ces petits bonhommes. Je me souviens très très bien parce qu'ils avaient des immenses yeux noirs qui me fixaient comme ça. Et que j'avais l'impression qu'ils me rentraient dans le cerveau. Et qu'ils essayaient, enfin, comme s'ils me paralysaient. Et ils s'étaient mis comme ça en demi-cercle et ils me regardaient vraiment intensément. Je me disais chaque fois, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Christine est toujours éveillée, contrairement aux autres témoins. Elle se souvient avec une précision clinique de tout ce qui lui est arrivé. Mieux encore, elle pense comprendre pourquoi elle a été enlevée. C'était vraiment fascinant. J'avais l'impression qu'ils arrivaient à lire mes émotions, ils arrivaient à lire mes pensées. Et ils observaient absolument tout ce que je faisais. C'était absolument incroyable, cette expérience. Comme si quelqu'un d'une race différente essayait de comprendre comment nous, êtres humains de cette planète, nous réagissons. Vous n'avez jamais pu en parler sereinement avec vos parents? Non, non, jamais. Ils m'ont toujours dit tu es une chic fille, mais tu as l'imagination fertile.
Non, enfin, fiche-nous la paix avec tes trucs. Puis, je veux plus que tu parles de ça. À New York, Randy est un homme comme les autres. Sportif, dynamique, il paraît bien dans sa peau. Lui aussi raconte avoir été enlevé depuis son plus jeune âge. Mais il apporte des éléments nouveaux et nous éclaire sur cette longue tige en métal qu'utiliseraient les extraterrestres sur les humains. Que s'est-il passé dans votre chambre la première fois qu'ils sont venus chez vous? J'avais entre 4 et 8 ans. Je voyais des lumières qui apparaissaient à ma fenêtre la nuit. Ça me terrifiait complètement. J'étais paralysé par la peur. De ce que j'ai ressenti physiquement, leur corps était tout petit, à l'exception de leurs grosses têtes. Et je pouvais vraiment les voir au-dessus de moi. Ils utilisaient une sorte de tige argentée. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. C'est un outil. Ils vous touchent avec, comme ça, et vous perdez connaissance. Et cette tige en métal, elle est décrite aussi par d'autres témoins. J'ai aperçu comme une longue tige, quelque chose d'assez très long. J'ai vu 2 petits bonhommes au pied de mon lit avec une tige en métal. Ils utilisaient une sorte de tige argentée. Est-ce un instrument? Quelle est sa fonction? Nous l'ignorons, mais je constate qu'en Suisse, aux États-Unis comme en France, 3 personnes qui ne se connaissent pas décrivent le même outil. Je n'étais pas intéressé par les ovnis. Je ne voulais pas y croire. Mais quand je me pose vraiment la question de ce dont je me souviens, de ce que j'ai senti dans mes tripes, dans mon cœur, de ce que j'ai ressenti physiquement, si on demande si ce que j'ai vécu était réel, la réponse est oui à 100%. Si ce que disent ces enlevés est vrai, s'ils ont bien vécu ces incroyables expériences, si on les a paralysés, enlevés, testés comme des cobayes, alors dans quel but? Randy aurait une explication toute simple et plutôt troublante. Même si aujourd'hui on s'accorde sur le fait que la vie existe peut-être ailleurs dans l'univers, ça reste quand même difficile pour beaucoup d'entre nous de croire qu'une intelligence extraterrestre soit en train de faire ce que vous dites. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, vous? Ils font exactement ce que nous faisons à certains animaux. On les capture, on les marque, on les relâche, on les recapture. Ces animaux ne nous voient d'ailleurs sans doute même pas. Ils nous aperçoivent à distance et puis d'un coup, ils sont KO. Et puis on revient et on recommence. Des êtres venus d'ailleurs étudieraient les humains comme nous étudions les espèces animales. Étonnante hypothèse et pourtant, elle est assez cohérente avec les témoignages recueillis. Notre Terre serait-elle observée par d'autres civilisations plus avancées? Évidemment, il est impossible de répondre, mais une chose est certaine. Pour John Mack, le scientifique, le processus est toujours le même. Et sur ce point, aucun doute possible. La personne est en voiture ou au lit, et puis il y a une lumière, des entités qui entrent dans la chambre. Ils se sentent paralysés, on les prend, on les emmène dans un vaisseau, des choses se passent. Il peut y avoir d'autres personnes. Ils parlent de communication télépathique avec les extraterrestres. Il y a tout un ensemble complexe d'événements qui se produisent et qui sont cohérents d'une personne à une autre. Ici, il y a la base d'une histoire commune. Après des centaines de cas étudiés dans ce pays, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, tout finit par se tenir ensemble comme quelque chose de vrai. Et si c'est réel, qu'est-ce que ça signifie? Je suis troublé par la sincérité de ces témoins, comme le sont tous ceux qui les ont rencontrés. Pourtant, nous refusons d'entendre ces récits, certains même s'en moquent. Devant la multitude des témoignages, ce rejet n'est pas très rationnel. Pourquoi remettons-nous toujours en question ce que disent ces gens, manifestement sains d'esprit? Ils racontent pourtant tous la même chose, de la même façon. Ces expériences ont bouleversé leur vie, ils ne sont plus les mêmes, et quelle que soit la période où cela s'est produit, ils ne l'oublieront jamais. Grâce au travail du psychiatre de Harvard, John Mack, l'authenticité de ces expériences a été validée. Mais de quoi s'agit-il? Qu'y a-t-il derrière tout cela?
Pour ces hommes, ces femmes et ces enfants, il semblerait qu'une intelligence soit en train d'essayer d'établir une connexion. J'ai l'intuition que nous sommes témoins de quelque chose d'important. Il est peut-être temps d'y réfléchir.